Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 72 ans. Je vis seule dans un vieil appartement à la Croix-Rousse, à Lyon. Les fenêtres donnent sur la Saône, où le froid du matin monte en brume. Le parquet grince sous mes pas comme s'il protestait contre le silence. Des photos de famille s'alignent sur le buffet en bois sombre. Jacques me regarde d'un cadre ovale, sourire venu d'un autre temps. L'horloge murale insiste d'un tic-tac plus lourd que la journée. L'odeur du café emplit la cuisine, mais n'ouvre pas l'appétit. J'entends des pas dans le couloir de l'immeuble et je me sens décalée. La ville s'éveille, et moi je reste figée, comme un meuble oublié. La solitude ne crie pas, elle murmure avec une politesse cruelle. J'ai appris, dans cette politesse, à me taire pour ne pas déranger. Samedi, ma fille Camille m'a envoyé un message vocal pressé. Elle disait que Paris était un chaos et qu'on se verrait bientôt. Bientôt est devenu une gare où mon train n'arrive jamais. Mon petit-fils, Louis, a annulé sa visite pour un tournoi d'échecs. J'ai rangé les petites cuillères comme on range des promesses. La nappe de lin, repassée, a attendu une conversation qui n'est jamais venue. Le vase de pivoine s'est fané en silence sur la table. La lumière de l'après-midi s'est pliée dans la vitre comme pour s'excuser. Moi, qui ai toujours comblé les vides des autres, j'ai affronté le mien. La télévision annonçait un été précoce en Provence. J'ai éteint au milieu de la météo, fatigué des futurs qui ne sont à personne. C'est alors que j'ai vu la vieille valise en cuir, en haut de l'armoire. Cette valise appartenait à ma mère, Hélène, couturière à Dijon. Elle m'a appris à faire des points minuscules pour que la vie ne s'effiloche pas. Depuis le deuil de Jacques, j'évitais de toucher à ses souvenirs tranchants. Je suis montée sur une chaise, j'ai attrapé la valise, j'ai senti le poids du passé. Le cuir, usé, portait des marques comme les rides d'une peau ancienne. La fermeture a cédé dans un claquement, un soupir vieux de décennies. À l'intérieur, des foulards de dentelle, un vieux guide routier jauni. Il y avait aussi une carte de France annotée au crayon. Route secondaire, les miracles habitent là, disait une note. J'ai souri sans joie, j'avais perdu l'habitude des miracles. Une enveloppe est tombée, glissant comme une feuille en automne. Mon nom écrit par Jacques, encre bleue, main assurée. Je me suis assise à la table comme on se prépare à une sentence. J'ai reconnu son écriture, l'inclinaison de chaque « et » ouvert. L'enveloppe portait une date, 14 juillet, 2 étés auparavant. Le jour de la Bastille, des feux dans le ciel, des larmes dans mon assiette. Je l'ai ouverte lentement, craignant que le papier ne me coupe la peau. La lettre était brève, comme les hommes qui ont appris à se taire. Ma chérie, si je pars avant, je t'attendrai sur les chemins. J'aurais voulu t'emmener à Saint-Malo voir les grandes marées. Si le courage te manque, prends le mien, il est dans la valise. Et n'oublie pas, tu as toujours su lire les cartes mieux que moi. Avec amour, J, une signature qui m'a blessée et consolée. La pièce est devenue trop étroite pour le manque entrer par la porte. J'ai pleuré sans bruit, comme si la voisine pouvait m'entendre. Lyon a continué sa journée, des bus franchissant les ponts, des voix dans les cafés. Le mien, refroidi dans la tasse, reflétait l'ampoule du plafond. J'ai pensé aux derniers mots que nous avons échangés à l'hôpital. Il s'était excusé de ne pas être allé avec moi en Normandie. J'avais répondu, naïve, qu'il y aurait du temps pour tout. Le temps, cet enfant impatient, ne nous a pas attendus. La lettre a brûlé entre mes mains comme une braise persistante. Ce n'était pas un adieu, c'était une carte dans une autre carte. Et moi, cartographe de souvenirs, je me suis retrouvée sans boussole. Alors la douleur a pris une forme nette et pointue. Elle réclamait du mouvement, et moi je ne savais plus marcher. Dans le couloir, la lumière jaune a clignoté 2 fois, un avertissement. J'ai ouvert la fenêtre, le vent apportait l'odeur du pain de la boulangerie. Les mouettes volaient bas au-dessus de l'eau de la Saône. Un bateau touristique a tracé le fleuve comme une craie sur l'ardoise. Les voix venant du quai semblaient parler une autre langue. Le monde vivait sans demander la permission à ma tristesse. J'ai ramassé la lettre, j'ai caressé la vieille carte. Le crayon soulignait des routes fines, presque invisibles. Saint-Malo, Étretat, Honfleur, des noms au goût de sel. Arles, Avignon, des noms au parfum de soleil versé.
J'ai posé la carte sur la nappe et j'ai respiré profondément. Le vide avait une géographie, je ne savais pas encore la lire. J'ai emporté la valise dans la chambre comme on porte un secret. J'ai sorti de l'armoire ma robe bleu foncé en coton. Elle avait des poches, j'ai toujours eu confiance en les vêtements à poches. J'ai choisi un manteau léger pour les vents imprévus. J'ai plié 2 chemises blanches avec un soin presque religieux. Mes mains tremblaient, non de faiblesse, mais de recommencement. Dans le miroir, j'ai vu une femme aux cheveux argentés. Les rides autour de mes yeux dessinaient des chemins. J'ai touché mon visage comme on reconnaît une carte. Je ne me suis pas trouvée belle, je me suis trouvée vraie, et cela suffisait. La valise, ouverte, ressemblait à une poitrine prête à inspirer. J'hésitais encore, le courage s'apprend en le pratiquant. L'interphone a sonné, c'était le facteur avec un petit colis. J'ai signé, la main glacée, le sourire automatique. À l'intérieur, un cadre photo que j'avais fait restaurer. C'était une photo en noir et blanc, nous deux à Annecy. Moi avec un foulard dans les cheveux, lui avec un chapeau de travers. Derrière, une phrase de Jacques, la route est l'endroit où l'on se retrouve. J'ai posé la photo sur le piano, entre des plantes d'ombre. La maison a répondu par un silence moins hostile. La lettre, à côté de la valise, faisait écho à la photographie. J'ai senti sa présence comme une brise qui bouge le rideau. Ce n'était pas un fantôme, c'était la mémoire devenue vent. J'ai fermé les yeux, la douleur avait enfin un or. Je suis retourné à la cuisine et j'ai mis la bouilloire à chauffer pour une verveine. L'eau a bouilli comme un cœur impatient à l'intérieur. J'ai posé la théière sur la table à côté de la carte dépliée. J'ai suivi les routes du doigt comme on égrène un chapelet. Chaque ville sonnait comme une cloche appelant mon nom. Les vieilles voyagent-elles, ai-je demandé au silence qui me fixait. Le silence a renvoyé une autre question, et qui n'est pas vieux pour quelque chose. J'ai pris un carnet à couverture rouge, cadeau de Camille. J'ai écrit, jour 1, admettre que la maison ne m'abrite plus. Puis j'ai souligné le mot abrite, comme un avertissement. Le thé a refroidi, mais moi, pour la première fois, je me suis réchauffé. La chute avait déjà un sol, il me restait à apprendre à me relever. En fin d'après-midi, je suis descendu acheter une baguette. La boulangère m'a demandé des nouvelles de votre mari. J'ai avalé la réponse comme on avale une ville entière. Il est parti, ai-je dit, et le mot est resté suspendu dans l'air. Elle m'a offert un chou à la crème, c'est pour vous. La douceur m'a touché dans un endroit sans défense de l'âme. Je me suis assise sur un banc face au fleuve, le pain tiède sur les genoux. J'ai observé des vélos glisser comme des pensées légères. Un couple d'adolescents discutait de la couleur d'un manteau. J'ai envié les problèmes de couleur et non de destin. À côté, un touriste a déplié une carte, a souri au soleil. J'ai compris, les cartes s'ouvrent à ceux qui osent regarder. Le lendemain, je me suis réveillée avant l'aube, comme si mon corps refusait le repos. Les volets laissaient filtrer une lumière grise, incertaine, qui me rappelait les hivers de mon enfance. Je suis restée couchée, fixant le plafond taché par les années, incapable de me lever. Chaque bruit du voisinage me paraissait étranger, comme si je vivais hors du temps. Le ronronnement lointain du tramway, les pas pressés dans l'escalier, les portes qui claquent. Tout appartenait à un monde auquel je n'avais plus ma place. Je me suis surprise à chercher la respiration de Jacques à mes côtés. L'absence était si dense qu'elle avait une texture, comme une couverture froide. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller et j'ai senti l'odeur de lessive. Une odeur banale, mais qui soudain me donnait envie de pleurer. Car même les choses ordinaires me rappelaient que je vivais seule. Et que personne ne partagerait jamais plus ces matins gris avec moi. Je me suis finalement levée, les jambes lourdes comme si elles portaient un poids invisible. La cuisine était silencieuse, les assiettes bien rangées, les tasses alignées. Cet ordre trop parfait me blessait, car il ne laissait aucune place à la vie. J'ai ouvert le frigo, à l'intérieur, du fromage, du lait, des fruits. Tout était là, mais rien ne me donnait faim. Je me suis servi un yaourt et je l'ai laissé sur la table. La cuillère a glissé, tintant contre la porcelaine, un bruit minuscule. Il a résonné pourtant comme un écho dans une cathédrale vide. Je me suis assise et j'ai regardé l'objet inanimé.
C'était ridicule, mais j'ai senti que ce yaourt me jugeait. Comme s'il me disait, mange, au moins pour exister un peu. Et moi, je n'avais même plus cette force élémentaire. Je suis sortie sur le balcon, espérant trouver un peu d'air. En bas, la ville se mettait en mouvement avec sa mécanique habituelle. Des étudiants riaient, des parents pressaient leurs enfants vers l'école. Un fleuriste installait des bouquets colorés devant sa boutique. La vie avait les couleurs d'un tableau impressionniste. Et moi, je n'étais qu'une silhouette en noir, spectatrice invisible. Le contraste était violent, comme un rappel cruel de mon immobilité. Je me suis appuyée contre la rambarde froide et rouillée. Mon reflet dans la vitre voisine me montrait une femme étrangère. Vieillie, effacée, presque effacée du décor de la ville. J'ai eu envie de crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Comme si même mes cordes vocales avaient renoncé à se battre. Plus tard dans la journée, Camille m'a téléphoné à la hâte. Sa voix était douce, mais ses mots trop rapides, avalés par l'urgence. Elle parlait de réunions, de projets, de ses enfants, toujours pressés. On viendra bientôt, maman, c'est promis. Cette promesse, répétée tant de fois, avait perdu son goût. J'ai répondu avec calme, comme toujours, pour ne pas la culpabiliser. Ne t'inquiète pas, je vais bien, ai-je menti sans hésiter. Mais une fois le combiné raccroché, le silence m'a frappé de plein fouet. Ce silence-là n'était pas neutre, il était accusateur. Il me rappelait toutes les fois où j'avais dit « je vais bien ». Alors que je m'effritais doucement, à l'abri des regards. Et que personne ne semblait le remarquer. J'ai décidé de marcher jusqu'au parc de la Tête d'Or, espérant me changer les idées. Les allées étaient couvertes de feuilles tombées trop tôt, un automne anticipé. Les joggeurs passaient à toute vitesse, les écouteurs vissés aux oreilles. Je les ai regardés, étrangères à cette énergie qui m'était inaccessible. Je me suis assise sur un banc, mes mains jointes entre mes genoux. Une vieille dame promenait un caniche blanc, son pas rassuré. Je l'ai observée avec un mélange d'envie et de honte. Pourquoi elle semblait-elle si vivante, si droite, et pas moi? Le ciel, voilé, avait la couleur de mes pensées, terne et lourd. Un enfant a couru devant moi, une pomme d'amour à la main. Il a ri, insouciant, et j'ai senti mon cœur se serrer. Comme si cette joie me rappelait ce qui m'était désormais interdit. Le soir, j'ai rallumé la télévision sans vraiment regarder. Des visages souriants présentaient les actualités avec entrain. Je n'entendais que le bruit de fond, incapable de suivre les mots. Chaque rire enregistré sonnait comme une gifle. J'ai éteint, et la pièce s'est replongée dans le noir. J'ai allumé une petite lampe et pris le carnet rouge. Les pages vierges me fixaient comme un miroir impitoyable. Je voulais écrire, mais les phrases refusaient de venir. Seules des larmes tombaient, tachant le papier. Alors j'ai dessiné des cercles maladroits, comme pour tuer le temps. Mais ces cercles ressemblaient à des spirales, m'entraînant vers le bas. J'ai refermé le carnet d'un geste brusque, effrayé par moi-même. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Chaque bruit de l'immeuble me réveillait, chaque craquement du bois. Je me tournais et retournais dans le lit trop vaste. Le drap froid me rappelait l'absence d'un corps à mes côtés. J'ai tendu la main vers la place de Jacques, réflexe ancien. Bien sûr, ma main n'a trouvé que le vide. Un vide glacé, implacable, qui semblait avaler ma chaleur. J'ai fermé les yeux en espérant rêver de lui. Mais mes rêves étaient confus, pleins de rues sans issue. Comme si même mon inconscient refusait de me donner du réconfort. Je me suis levée à l'aube, plus fatiguée que la veille. Et la journée recommençait, lourde, identique, interminable. Les jours suivants se sont enchaînés avec une monotonie étouffante. Chaque matin, le même café qui refroidit dans la tasse. Chaque après-midi, la même promenade sans but précis. Chaque soir, le même silence qui s'installe comme un intrus. J'avais l'impression de flotter dans une vie suspendue. Plus rien ne me stimulait, plus rien ne m'éveillait. J'étais comme un fantôme traversant mes propres pièces. Les voisins riaient derrière les murs, et moi je me taisais. Le courrier arrivait, toujours banal, jamais une lettre attendue. Je rangeais mécaniquement, sans curiosité, sans désir. La maison entière semblait respirer un air rassis.
Et moi, je me noyais lentement dans ce parfum d'abandon. Un dimanche, je suis allé à la messe de la basilique de Fourvière. J'espérais y trouver un peu de réconfort, un signe, une chaleur. Les vitraux colorés projetaient une lumière apaisante. Mais même cette beauté me paraissait lointaine, inaccessible. Je me suis assise dans un coin, serrant mon chapelet. Les chants montaient, harmonieux, mais je n'y participais pas. Je regardais les autres fidèles, certains les yeux fermés, émus. Moi, je me sentais comme une spectatrice derrière une vitre. J'ai prié, timidement, donne-moi une raison de continuer. Ma voix intérieure s'est éteinte aussitôt, comme étouffée. J'ai quitté l'église plus vide que je n'y étais entré. Et la ville m'a englouti de nouveau dans son indifférence. Ce soir-là, en rentrant, j'ai retrouvé la valise ouverte. Elle semblait m'attendre, silencieuse, au pied du lit. Comme si Jacques lui-même me tendait encore une main. Mais je n'avais pas la force de la saisir. Je l'ai refermée doucement, presque avec peur. Comme si je craignais que ce geste déclenche un changement. Je n'étais pas prête, pas encore, à affronter la route. J'ai caressé le cuir usé, les larmes brouillant ma vue. Puis je me suis couchée, le cœur serré, l'âme fatiguée. La douleur n'avait pas encore trouvé son remède. Et moi, je restais coincée dans cet entre-deux. Vivante, mais pas vraiment en vie. Un matin, la lumière a frappé différemment sur les rideaux de ma chambre. Ce n'était pas la grisaille habituelle, mais un rayon franc, doré. J'ai ouvert la fenêtre et l'air sentait la pluie passer, propre et vif. La Saône reflétait un ciel lavé, presque joyeux malgré la saison. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie de respirer profondément. Le souffle est descendu dans mes poumons avec un goût de liberté oublié. Je suis restée là, immobile, à écouter le clapotis des vagues contre les quais. Et dans ce silence habité, j'ai cru entendre la voix de Jacques. Pas une hallucination, mais un écho de sa lettre, les routes secondaires. Un frisson m'a parcouru, mélange de peur et de certitude. Comme si l'univers m'envoyait un signal clair. Il était temps de marcher, d'oser, de sortir de ma torpeur. Ce même jour, en rangeant une étagère, j'ai retrouvé un vieux album photo. Les pages craquaient, pleines de souvenirs jaunis mais vivants. Des vacances en Bretagne, Jacques riant dans le vent, moi tenant un parapluie tordu. Camille encore enfant, construisant des châteaux de sable à Dinard. Chaque image me piquait comme une aiguille, mais aussi me réchauffait. J'ai compris que ma vie n'était pas seulement derrière moi. Elle pouvait encore contenir des couleurs, des paysages, des rencontres. Il suffisait que j'aie le courage d'ouvrir à nouveau les portes. L'album s'est refermé sur un souffle d'espoir. Et la valise, posée au sol, a recommencé à m'appeler. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas l'entendre. Elle était désormais une promesse, pas seulement un souvenir. Dans l'après-midi, je suis sortie marcher sans but précis. Les rues de Lyon bourdonnaient d'une énergie différente. Les terrasses des cafés étaient pleines, les voix claires, les rires sincères. Un musicien jouait de l'accordéon près de la place Bellecour. Sa mélodie avait quelque chose de tendre et de nostalgique. Je me suis arrêtée, les yeux fermés, pour savourer chaque note. Un couple âgé a dansé doucement, main dans la main. Leur complicité m'a bouleversée, et j'ai senti mes yeux se mouiller. Mais cette fois, mes larmes n'étaient pas uniquement de douleur. Elles portaient aussi un souffle de gratitude, une mémoire d'amour. Je me suis dit, si eux peuvent danser encore, moi je peux voyager. Et cette pensée s'est enfoncée en moi comme une évidence. En rentrant, j'ai allumé une bougie sur la table de la cuisine. C'était une habitude ancienne que j'avais abandonnée. La flamme a tremblé doucement, projetant des ombres vivantes. Je me suis assise devant elle et j'ai parlé à voix basse. « Jacques, je crois que je vais partir. Tu voulais que je voie la mer. » Les mots ont résonné dans la pièce comme une confession. Mon cœur battait plus fort, presque douloureux, mais aussi vibrant. J'ai compris que le deuil n'était pas une prison éternelle. Il pouvait devenir une porte, si je trouvais la force de l'ouvrir. Et cette force, j'ai commencé à la sentir, timide mais réelle. Comme une braise sous la cendre, prête à reprendre feu. Je savais que le chemin serait long, mais j'avais fait le premier pas. Le soir, j'ai ressorti la carte à noter de la valise.
Je l'ai étalé sur la table, éclairé par la petite lampe jaune. Chaque tracé au crayon semblait briller comme une veine d'or. Je me suis arrêté sur Saint-Malo, entouré d'un cercle fragile. J'ai imaginé les grandes marées, la mer montant avec puissance. J'ai senti le goût du sel sur mes lèvres, même sans y être. Mon cœur battait vite, comme celui d'une enfant impatiente. J'ai pris un stylo et j'ai ajouté une note, premier arrêt. Puis j'ai écrit en bas, pour Jacques, mais surtout pour moi. C'était la première fois que je me plaçais au centre de la phrase. Un geste minuscule, mais qui changeait tout. Car il affirmait que j'avais encore une vie à écrire. Le lendemain matin, j'ai pris un carnet neuf pour en faire un journal. Sur la première page, j'ai noté « Mon voyage commence ici ». Les lettres tremblaient, mais elles étaient vraies, solides. Je me suis promis d'écrire chaque jour, où que je sois. Pas pour me souvenir, mais pour exister dans le présent. Chaque mot deviendrait une preuve de mon chemin retrouvé. J'ai respiré profondément, comme pour graver cette décision. La maison semblait soudain moins lourde, moins hostile. Comme si elle comprenait que je ne l'abandonnais pas, mais que je me sauvais. Le miroir m'a reflété un visage fatigué mais décidé. Et pour la première fois, j'ai souri sans honte. Un sourire léger, mais qui portait l'avenir. Dans l'après-midi, j'ai téléphoné à Camille. Sa voix était encore pressée, mais j'ai choisi d'être claire. Ma chérie, je vais voyager seule pendant quelque temps. Un silence s'est installé, presque incrédule. Maman, à ton âge? Tu es sûre que c'est raisonnable? Ces mots m'ont piqué, mais je n'ai pas flanché. Oui, à mon âge. Justement, il est temps. Je l'ai entendu soupirer, puis adoucir sa voix. D'accord, mais promets-moi d'être prudente. J'ai promis, mais dans mon cœur, je savais déjà. Prudente, oui, mais surtout vivante. Et c'était cette promesse-là que j'allais tenir. Le soir, j'ai préparé un sac plus petit pour tester la sensation. Un pull, un livre, une trousse de toilette, quelques photos. J'ai soulevé la bandoulière et j'ai senti le poids rassurant. C'était comme si je portais déjà un fragment de liberté. Je me suis assise avec ce sac posé sur les genoux. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé une gare, un quai, un départ. Le bruit des trains, les annonces au micro, la foule en mouvement. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois de joie. J'ai rouvert les yeux avec des larmes claires. Pas de désespoir, mais de renaissance. Le vide commençait à se fissurer. Et la lumière s'invitait par ses brèches. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et apaisé. Les rêves étaient enfin doux, pleins de paysages. Des routes bordées de platanes, des falaises surplombant la mer. Jacques marchait à mes côtés, mais je n'étais plus prisonnière de son absence. Il souriait, me laissant avancer devant lui. Comme pour me dire, cette fois, c'est ton chemin. Je me suis réveillée au petit matin avec une sérénité nouvelle. La douleur était toujours là, mais moins écrasante. Elle s'était transformée en moteur, en rappel de ce que j'avais aimé. Et de ce que je pouvais encore aimer. Le monde extérieur m'appelait, clair, insistant. Et moi, j'étais prête à répondre. À l'aube suivante, j'ai décidé de marcher jusqu'à la gare Pardieu. Je n'avais pas de billet, pas encore, juste une envie de sentir. Les halls bourdonnaient de voix, de valises, de départs. J'ai observé les panneaux d'affichage, les destinations défilées. Marseille, Nice, Rennes, Brest, des promesses en lettres lumineuses. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu ma propre voix intérieure. Choisis, Élise, choisis enfin. Je suis repartie sans billet, mais le cœur décidé. Je savais qu'il ne s'agissait plus d'un si, mais d'un quand. Et ce quand arrivait plus vite que je ne l'aurais cru. Le basculement avait eu lieu. J'étais déjà en marche. Le lendemain, assise à ma table de cuisine, j'ai regardé la valise encore vide. Le soleil du matin traversait les rideaux et dessinait des formes mouvantes au sol. Mon cœur battait vite, partagé entre l'excitation et la peur. Je savais que je devais franchir ce pas, acheter un billet, partir. Mais une voix intérieure me retenait, me murmurant 1000 raisons de rester. Tu es trop âgée, Élise. Et si tu tombes malade en chemin?
Et si tu te perds, et si tu n'arrives pas à te débrouiller seul? Ces phrases résonnaient comme des chaînes, invisibles mais pesantes. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas, puis je me suis assise de nouveau. Il y avait en moi une bataille silencieuse, entre la prudence et le désir. Chaque seconde qui passait me donnait l'impression de vieillir encore. Et j'ai compris que si je ne décidais pas bientôt, je ne déciderais jamais. J'ai pris mon carnet rouge et j'ai écrit une liste en 2 colonnes. À gauche, les peurs. À droite, les possibles. Sous peur, j'ai noté solitude, maladie, insécurité, jugement des autres. Sous possible, j'ai noté liberté, paysage, rencontre, renaissance. La colonne des possibles brillait comme un horizon éclairé. La colonne des peurs, elle, paraissait sombre mais répétitive. Je les ai relues plusieurs fois, jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Puis j'ai fermé le carnet et j'ai décidé, les possibles valaient plus que les peurs. Ce fut un moment minuscule, mais il a renversé l'équilibre. Je n'avais pas effacé mes craintes, mais je leur avais donné un adversaire. Et cet adversaire s'appelait courage. Un courage timide, mais présent. Pourtant, le monde extérieur ne tarderait pas à tester ma décision. Au marché, ce matin-là, une voisine m'a abordé. Là alors, Élise, toujours seule? Vous devriez vous reposer davantage. Ces mots, dits avec un sourire, m'ont piqué comme une gifle. Comme si vieillir signifiait attendre la fin dans un fauteuil. J'ai souri poliment, mais au fond de moi, un feu s'est allumé. Non, je ne voulais pas qu'on me réduise à une vieillesse immobile. Je voulais être cette femme qui ose, même à 72 ans. J'ai acheté mes légumes, le pas ferme, comme pour me prouver quelque chose. Chaque regard extérieur devenait un défi silencieux. Et je sentais mes épaules se redresser un peu plus à chaque pas. Je n'étais plus seulement une veuve effacée, je redevenais une femme. L'après-midi, j'ai téléphoné à Camille. Je voulais lui annoncer clairement mon projet, sans détour. Sa voix, toujours pressée, a réagi d'abord avec inquiétude. Maman, tu n'y arriveras pas seule, c'est trop risqué. Cette phrase a frappé mon cœur, mais pas comme avant. Je n'ai pas baissé les yeux, même si elle ne pouvait pas me voir. Camille, tu oublies qui je suis. Tu oublies que j'ai élevé seule une enfant pendant des années. Tu oublies que j'ai traversé des deuils, des hivers, des guerres silencieuses. Sa voix a hésité, puis elle a soupiré longuement. Et tu as raison, maman. Je m'inquiète seulement de te perdre aussi. Ces mots m'ont serré la gorge, mais j'ai tenu bon. Tu ne me perdras pas. Tu vas me retrouver. Le soir venu, la lutte intérieure a pris une nouvelle forme. J'ai ouvert la valise et j'ai commencé à la remplir vraiment. Chaque vêtement choisi était une petite victoire contre mes doutes. Une écharpe pour les vents de Bretagne, un carnet pour les notes de voyage. Une paire de chaussures solides, comme un serment de marcher loin. Chaque objet devenait un symbole, un morceau de mon futur. Pourtant, mes mains tremblaient encore à chaque pliage. Je devais répéter à voix haute, « Tu en es capable, Élise. » Je me parlais à moi-même comme à une enfant craintive. Et peu à peu, ma voix a gagné en assurance. La valise se remplissait, et mon cœur aussi. De peur, oui, mais surtout d'un souffle nouveau. La nuit a été agitée, pleine de rêves contradictoires. Je marchais seul sur une route déserte, puis je dansais au bord de la mer. Je tombais, puis je me relevais, encore et encore. Chaque image onirique était un reflet de ma bataille intérieure. Le matin, je me suis réveillée épuisée mais déterminée. J'ai allumé la bouilloire, préparé un thé, et j'ai regardé la valise fermée. Elle n'était plus une menace, mais une promesse concrète. J'ai caressé le cuir comme on caresse la main d'un compagnon. Puis j'ai décidé que ce jour serait celui de l'achat du billet. J'avais peur, oui, mais l'attente me faisait plus peur encore. Rester immobile devenait insupportable. Alors il fallait agir, coûte que coûte. À la gare Pardieu, mes jambes tremblaient comme celles d'une débutante. Les panneaux lumineux clignotaient avec des destinations enivrantes. Rennes, Brest, Saint-Malo, les noms semblaient battre comme des tambours. Je me suis approché du guichet, la gorge sèche. Un aller simple pour Saint-Malo, s'il vous plaît.
Ma voix était fragile mais claire, et mes yeux humides. L'employé m'a tendu le billet sans savoir qu'il me donnait bien plus. Je l'ai pris avec des doigts tremblants, comme un trésor. En sortant de la gare, j'ai regardé le papier serré dans ma main. C'était un simple titre de transport, mais pour moi, une clé. La clé qui ouvrait une porte fermée depuis trop longtemps. Et je savais que rien ne serait plus pareil désormais. Mais la lutte n'était pas finie, elle venait seulement de changer de visage. À la maison, la peur du départ s'est transformée en peur de l'inconnu. Je pensais aux hôtels, aux routes, aux repas pris seuls. Chaque détail devenait un monstre potentiel. Pourtant, à chaque fois que la panique montait, je regardais le billet. Et je me rappelais la lettre de Jacques, les miracles sont sur les routes secondaires. Alors je posais ma main sur mon cœur et je répétais, avance. Cette injonction simple devenait ma prière quotidienne. Je savais que j'allais trébucher, hésiter, me sentir perdu parfois. Mais j'avais franchi le plus dur, dire oui à la route. Et ce oui, personne ne pourrait me l'enlever. Ni le temps, ni la peur, ni les doutes. La veille du départ, j'ai invité ma voisine pour un café. Elle a été surprise de me voir si animée. « Vous partez en voyage ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Oui, seule, et j'en suis heureuse. » Son silence a été long, mais son sourire sincère. Là alors, bravo, Élise. Vous me donnez une leçon. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Car ils confirmaient que je ne luttais pas seulement pour moi. Je devenais aussi un reflet possible pour d'autres femmes. Un exemple discret, mais réel, de liberté retrouvée. Et cette pensée m'a donné une force nouvelle. Assez pour attendre l'aube avec impatience, et non avec peur. Le matin du départ, je me suis réveillée avant que le réveil ne sonne. La maison semblait retenir son souffle, comme consciente de ce moment. Je me suis habillée lentement, choisissant une robe simple et un manteau léger. Le café a eu un goût particulier, mélange d'amertume et d'excitation. J'ai fermé les volets, caressé les murs comme pour leur dire adieu. La valise roulait derrière moi dans l'escalier, chaque marche résonnant comme un tambour. En bas, l'air frais m'a accueilli avec une caresse inattendue. Je me suis arrêtée une seconde devant la porte, le billet dans la poche. Puis j'ai avancé, le cœur battant, comme une enfant en partance. C'était ma première victoire, franchir le seuil de chez moi. Et soudain, l'extérieur n'avait plus l'air hostile, mais vibrant. Comme si la ville elle-même me disait, « Enfin, te voilà ». À la gare Pardieu, la foule bruissait comme une mer agitée. Les annonces résonnaient, claires, dans un mélange de voix et de pas pressés. Je me suis sentie à la fois minuscule et immense. Minuscule dans cette marée humaine, immense parce que j'étais là. J'ai montré mon billet au contrôleur, qui m'a souri poliment. Ce sourire banal m'a paru un signe de bienvenue. Je suis montée dans le train, les mains tremblantes sur la poignée. Le wagon sentait le café et le métal chauffé. J'ai trouvé ma place près de la fenêtre et posé la valise. Mon reflet me montrait une femme différente. Toujours vieille, oui, mais pas immobile. Une femme en mouvement, enfin. Lorsque le train a démarré, mon cœur s'est emballé. Les toits de Lyon défilaient, puis les champs, puis les forêts. Chaque paysage qui disparaissait me rappelait que j'avançais. Le bruit régulier des rails était comme un battement rassurant. Je regardais les villages s'éloigner, petites maisons aux volets bleus. Chaque clocher, chaque champ labouré devenait une promesse nouvelle. J'ai sorti mon carnet rouge et écrit « Je pars ». Enfin. Ces deux mots vibraient sur la page comme une délivrance. Je n'étais plus prisonnière du temps arrêté. J'étais une passagère, une voyageuse. Une femme qui osait écrire encore une page de son histoire. Et cette sensation m'a arraché un sourire plein de larmes. À mi-parcours, le contrôleur est passé, vérifiant les billets. Il m'a demandé si c'était la première fois que je venais à Saint-Malo. J'ai hoché la tête, timide, mais fière. Vous allez adorer. Les marées y sont spectaculaires. Ces mots simples ont allumé une étincelle dans mon imagination. J'ai imaginé l'océan, puissant, venant à ma rencontre. J'ai fermé les yeux et presque senti l'odeur d'iode. Une chaleur m'a envahi, celle de l'anticipation pure. Chaque minute qui passait me rapprochait de ce moment.
Je n'étais plus dans l'attente, j'étais en chemin. Et ce chemin me transformait déjà. Je n'étais plus la même Élise que la veille. En arrivant à Rennes, j'ai changé de train pour la côte. La gare était pleine de voyageurs, sacs à dos et rires éclatants. Je me suis sentie étrangère à cette jeunesse, mais pas exclue. Au contraire, j'avais l'impression de partager leur énergie. Une jeune femme m'a aidé à monter ma valise dans le compartiment. « Vous partez en vacances ?» m'a-t-elle demandé avec bienveillance. « Oui, en quelque sorte », ai-je répondu en souriant. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. Ses yeux clairs m'ont renvoyé une complicité silencieuse. C'était peu de choses, mais ça comptait énormément. Je n'étais plus une ombre, mais une voyageuse parmi les autres. Et ce simple échange a eu la valeur d'une victoire intime. Quand le train est arrivé à Saint-Malo, le vent m'a saisi immédiatement. Un vent fort, salé, qui m'a décoiffé et fait rire malgré moi. La mer, immense, s'étendait à perte de vue derrière les remparts. J'ai inspiré profondément, les yeux embués par l'air marin. Chaque vague qui s'écrasait semblait me dire « Bienvenue ». Je me suis avancée lentement, les jambes encore hésitantes. Mais chaque pas me rendait plus sûre, plus ancrée. Je n'étais plus une spectatrice, j'étais actrice de ce paysage. La carte, les rêves, la lettre de Jacques, tout m'avait conduite ici. Et pour la première fois, je sentais vraiment que je vivais. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'étais libre. Je me suis installée dans une petite auberge près des remparts. La chambre donnait sur la mer, les rideaux battant au vent. Le bois des meubles craquait, comme chargé de sel et d'histoire. J'ai posé ma valise et je me suis approchée de la fenêtre. La vue me coupait le souffle, l'océan, vaste, indomptable. Je me suis dit que Jacques aurait adoré cet endroit. J'ai sorti sa lettre et l'ai posée sur la table de chevet. Pas comme un fardeau, mais comme une présence discrète. « Nous y voilà, Jacques », ai-je murmuré. Et j'ai senti, pour la première fois, une paix douce. Comme si son absence avait trouvé un espace pour respirer. Et mon cœur aussi. Le lendemain, j'ai marché le long de la plage au lever du soleil. Le sable était froid, mais pas y laissait des traces fragiles. Les vagues venaient les effacer aussitôt, rappelant la fugacité. Mais cette fugacité ne me faisait plus peur. Au contraire, elle rendait chaque instant précieux. J'ai ramassé un coquillage et l'ai serré dans ma main. Je l'ai glissé dans ma poche, symbole de mon premier pas vers la victoire. Chaque détail devenait un trésor, le cri d'une mouette, l'écume blanche. Le vent glacé sur mes joues, le goût du sel sur mes lèvres. Tout me rappelait que j'étais vivante, ici et maintenant. Et que cette victoire, je l'avais conquise seule. Sans attendre l'autorisation de personne. Assise sur un rocher face à la mer, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit longuement, chaque mot coulant comme une vague. Je ne suis pas trop vieille. Je suis en train de naître à nouveau. Ces phrases sont sorties de moi comme une délivrance. Je n'avais plus honte d'exister en dehors du rôle de mère ou de veuve. J'étais Élise, femme, voyageuse, chercheuse de lumière. Chaque lettre tracée me rendait plus solide. Et le carnet devenait le témoin de ma renaissance. J'ai levé les yeux vers l'horizon et j'ai souri. Un sourire large, vrai, offert à l'océan. La victoire avait le goût du sel et du soleil. Et j'en étais ivre de gratitude. Les jours suivants, Saint-Malo est devenu pour moi une école de vie. Chaque matin, je sortais marcher sur les remparts, le vent jouant avec mes cheveux argentés. Je croisais des touristes émerveillés, des pêcheurs au regard fatigué mais franc. Leurs histoires, devinées dans leurs gestes, nourrissaient mon imagination. Je m'arrêtais dans les librairies, je feuilletais des romans de voyage. Je commandais des crêpes au beurre salé dans de petites crêperies. Et chaque bouchée avait le goût d'un présent retrouvé. Je n'étais plus la femme qui attendait dans son appartement silencieux. J'étais devenue une passante parmi les passants, vibrante de curiosité. Et chaque journée m'offrait une nouvelle conquête. Conquête de moi-même, d'abord, et du monde ensuite. Comme si j'élargissais mes frontières à chaque pas. Un matin, je me suis inscrite à une visite guidée des marais. Le guide, un homme à la barbe poivre et sel, parlait avec passion.
Il décrivait la puissance de l'océan comme un animal vivant. Je buvais ses paroles, fasciné par tant de savoir et de poésie. À mes côtés, un couple de Belges m'a engagé dans la conversation. Ils m'ont demandé si je voyageais seul, et j'ai répondu oui sans honte. Leur sourire bienveillant m'a fait comprendre que j'avais franchi un cap. Je n'étais plus gêné par mon âge ou ma solitude. Je revendiquais fièrement ma liberté retrouvée. Nous avons marché ensemble sur le sable humide, partageant des rires. Et ce simple échange est resté gravé en moi comme une victoire douce. Une preuve que j'étais encore capable de créer du lien. Un après-midi, je suis monté dans un bus pour Dinard. Les falaises s'élevaient, majestueuses, comme des murailles naturelles. Le vent y soufflait plus fort, fouettant mon visage de son énergie. J'ai pris des photos avec un petit appareil que je n'avais pas utilisé depuis des années. Chaque cliché me paraissait une capture de mon courage. Je me suis assise sur un banc face à la mer, carnet sur les genoux. J'ai écrit « Chaque vague est un battement de mon cœur libéré ». Les mots venaient facilement, fluides, portés par l'air marin. Une jeune fille qui dessinait m'a souri timidement. Nous avons échangé quelques mots sur la beauté du paysage. Elle m'a dit « Vous avez des yeux qui brillent comme une enfant ». Et j'ai senti que quelque chose en moi renaissait pour de bon. Dans l'auberge, les soirées étaient animées par des voyageurs venus d'ailleurs. Autour des tables de bois, on parlait anglais, allemand, espagnol. Je me sentais parfois maladroite, mais jamais exclue. J'écoutais les récits des autres avec avidité, comme une soif nouvelle. Un soir, une femme d'origine bretonne a chanté une vieille chanson de marin. Sa voix résonnait dans la salle, pleine de force et de mélancolie. J'ai fermé les yeux, et j'ai senti mes larmes couler discrètement. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Je faisais désormais partie d'une communauté mouvante, celle des voyageurs. Et je comprenais que la route n'était pas seulement un lieu. C'était une manière de respirer, d'être au monde. Et j'avais enfin retrouvé ce souffle. Petit à petit, j'ai pris confiance en mes pas. Je réservais seul mes trajets, je choisissais mes itinéraires. Je testais ma force physique, marchant plus longtemps chaque jour. Le soir, mes jambes étaient lourdes, mais mon esprit léger. Je riais seul dans ma chambre en repensant à mes maladresses. Comme ce jour où j'avais raté le bus et improvisé un trajet à pied. Ou celui où je m'étais trompé de chemin, découvrant un village charmant. Chaque erreur devenait une aventure, chaque détour un cadeau. Et j'apprenais à me pardonner mes hésitations. Car au fond, la liberté, c'était aussi cela, accepter l'imprévu. Ne plus craindre l'inconnu, mais l'accueillir avec curiosité. Et ce renversement me transformait profondément. Je commençais aussi à attirer la curiosité des autres. Une serveuse m'a demandé un jour, « Pourquoi voyagez-vous seul ?» Je lui ai répondu avec un sourire, « Parce qu'il était temps. » Elle a éclaté de rire, sincère, et a ajouté, « Vous êtes courageuse. » Ce mot, courageuse, m'a frappé droit au cœur. Je ne m'étais jamais vue ainsi, moi qui doutais tant de mes forces. Mais à travers ses yeux, je commençais à m'accepter différemment. J'étais plus qu'une vieille femme en quête de souvenirs. J'étais une femme en marche, une femme debout. Et chaque regard bienveillant renforçait cette nouvelle identité. Ce n'était pas une illusion, je renaissais vraiment. Et cette renaissance n'avait pas d'âge. Un soir, je me suis aventurée seule sur la plage au crépuscule. Le ciel flamboyait d'orange et de violet, un tableau mouvant. Les vagues venaient mourir doucement sur le sable humide. J'ai retiré mes chaussures et laissé l'eau glacée me frôler les pieds. Un rire m'a échappé, spontané, venu du plus profond de moi. Je n'avais pas ri ainsi depuis des années, un rire d'enfant libre. Les passants m'ont regardé, certains ont souri, d'autres non. Mais peu importait, ce moment m'appartenait. J'ai levé les bras vers le ciel comme pour embrasser l'horizon. Et j'ai chuchoté, « Merci, Jacques, merci la vie. » C'était ma prière la plus sincère depuis longtemps. Et elle a résonné dans l'air marin comme une promesse tenue. Le carnet rouge se remplissait vite, chaque page une victoire. Je décrivais les paysages, les rencontres, mais aussi mes pensées intimes. Je notais mes peurs qui revenaient parfois, mais moins fortes. Et surtout, je consignais mes petites victoires quotidiennes.
Un jour sans tristesse, un repas partagé, une marche plus longue. Chaque détail devenait une pierre solide dans ma reconstruction. Je me relisais le soir, surprise de mes propres mots. C'était comme si une nouvelle Élise écrivait à ma place. Une Élise plus confiante, plus audacieuse, plus vivante. Et je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. La femme que j'étais devenue ne rentrerait pas à Lyon les mains vides. Elle rentrerait riche de sa propre conquête. Un matin, j'ai pris le car pour Cancale, réputé pour ses huîtres. Le marché regorgeait de coquillages étincelants, de poissons encore frétillants. L'odeur d'iode et de sel emplissait l'air d'une intensité brute. Je me suis assise à une table, un plateau d'huîtres devant moi. Je les ai goûtées avec un verre de vin blanc local. Chaque bouchée avait le goût de la mer et de la victoire. J'ai souri à mes voisins de table, deux sœurs âgées qui riaient fort. Nous avons échangé nos impressions, riant ensemble de nos maladresses. Je n'étais plus étrangère à ces moments de convivialité. J'en faisais partie pleinement, sans réserve. Et cette simplicité partagée valait plus que tous les trésors. C'était le sel même de la vie retrouvée. Assise sur le quai en regardant les pêcheurs rentrer, j'ai pris conscience de ma transformation. Quelques semaines plus tôt, je n'aurais jamais osé être là. Je serais restée dans mon appartement à Lyon, figée dans le vide. Mais désormais, j'étais une autre femme, ouverte et présente. Je regardais les bateaux avec la certitude que d'autres horizons m'attendaient. La Bretagne n'était que le début, une porte vers plus grand. Je sentais en moi une énergie nouvelle, prête à s'élargir encore. Comme une vague qui ne demande qu'à se déployer. Et je savais que ce voyage n'était pas seulement une parenthèse. Il devenait une nouvelle manière de vivre. Un chemin qui allait continuer, où qu'il me mène. Et j'étais prête à le suivre sans me retourner. Après quelques semaines à Saint-Malo et dans ses environs, une nouvelle réalité s'est imposée. Voyager n'était pas seulement une succession de paysages et de sourires. C'était aussi des imprévus, des fatigues, des confrontations intimes. Un matin, en descendant un escalier de pierres glissantes, j'ai failli tomber. Mon cœur s'est emballé, et la peur est revenue d'un coup. Je me suis assise, tremblante, réalisant ma fragilité physique. L'adrénaline a laissé place à une honte silencieuse. Je n'étais plus la femme jeune capable de courir sans crainte. Je devais accepter que mon corps avait ses limites. Et cette acceptation me paraissait plus difficile que tout. Comme si chaque pas me rappelait que la liberté avait un prix. Un prix que j'hésitais à payer dans ces instants de doute. Un autre jour, j'ai raté une correspondance de bus à Dinard. Il pleuvait fort, mes vêtements étaient trempés, et je n'avais aucun abri. J'ai attendu longtemps, seule, frigorifiée, me demandant si j'avais eu tort. À quoi bon voyager, Élise, si c'est pour souffrir ainsi ? Cette pensée s'est glissée en moi comme un poison. Mais j'ai respiré profondément et observé la pluie tomber. Et peu à peu, cette pluie a cessé d'être une ennemie. Elle est devenue une compagne, un baptême, un rappel que j'étais vivante. Quand le bus suivant est enfin arrivé, je n'étais plus en colère. J'étais fatiguée, certes, mais aussi fière d'avoir résisté. J'avais tenu bon, sans me laisser écraser par l'épreuve. Et cette endurance nouvelle me donnait une force discrète. La solitude, aussi, me rattrapait parfois avec violence. Assise dans ma chambre d'auberge, j'entendais les rires des autres voyageurs. Ils formaient des groupes, partageaient des repas, des confidences. Moi, je restais seule avec mon carnet et mes pensées. Parfois, ce silence me paraissait insupportable, cruel. Je me surprenais à envier ces conversations bruyantes. Puis je me souvenais, j'avais choisi ce chemin. La solitude n'était plus une prison, mais un miroir. Elle me renvoyait à moi-même, à mes forces comme à mes failles. C'était dur, mais nécessaire, comme un apprentissage tardif. Et j'ai compris que la croissance passe toujours par l'inconfort. Qu'il fallait accepter ses creux pour mieux goûter les sommets. Un soir, j'ai eu une discussion marquante avec un voyageur plus jeune. Il me demandait pourquoi je voyageais seule à mon âge. Sa curiosité n'était pas méchante, mais elle piquait. J'ai hésité, puis j'ai répondu calmement, parce que j'en avais besoin. Il a réfléchi un moment, puis il a dit, c'est admirable. Ce mot, encore,
est resté en moi comme une flamme. Mais il a aussi fait naître une peur sourde, et si je n'étais pas à la hauteur? Et si ce voyage n'était qu'une illusion de force? Cette dualité me poursuivait, oscillant entre fierté et doute. Comme une mer qui change de visage selon les marées. Mais j'ai appris à accueillir cette ambivalence. À reconnaître qu'elle faisait partie de l'aventure. Un défi inattendu fut aussi l'argent. Voyager seul signifiait gérer mes dépenses sans partage. Chaque repas, chaque nuit d'auberge pesait sur mon budget. Je comptais soigneusement, parfois trop, craignant de manquer. Mais j'ai découvert une joie simple dans la frugalité. Un pique-nique sur la plage avait plus de valeur qu'un restaurant chic. Un café pris seul face à la mer valait tous les banquets. Je redécouvrais la richesse du peu, du nécessaire. Et cette sobriété devenait une conquête en soi. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit par l'abondance. Le vrai luxe était ce temps que je m'offrais enfin. Et ce luxe-là, personne ne pouvait me l'enlever. Parfois, la fatigue m'obligeait à ralentir, à m'arrêter. Mes jambes refusaient d'avancer, mes épaules se pliaient sous le sac. Je m'asseyais sur un banc, parfois en larmes de découragement. Mais ces pauses devenaient aussi des instants précieux. C'est sur ces bancs que j'ai rencontré des regards bienveillants. Un enfant m'a offert une fleur ramassée au sol. Un vieil homme m'a raconté ses souvenirs de marin. Chaque pause devenait une ouverture inattendue. Et je comprenais que même mes faiblesses pouvaient me guider. Elles me forçaient à m'arrêter, à voir autrement. À rencontrer des visages que je n'aurais pas croisés autrement. À me rappeler que la lenteur a aussi sa beauté. Un matin, j'ai pris le bateau pour traverser vers Cézembre. La mer était agitée, le vent fort, et j'avais peur de chavirer. Mon cœur battait comme au rythme des vagues. Mais en posant le pied sur l'île, j'ai ressenti une fierté immense. J'avais traversé ma peur, littéralement, pour atteindre ce lieu. La plage déserte brillait sous le soleil pâle. Je me suis assise sur un rocher, et j'ai respiré profondément. J'étais seule, mais je ne me sentais plus abandonnée. Je me sentais reliée à tout ce qui m'entourait, l'eau, le ciel, la pierre. Et j'ai écrit dans mon carnet, chaque défi traversé est une victoire. Ces mots m'ont réchauffé comme un manteau invisible. Et je savais que je n'étais plus la même qu'au départ. Pourtant, il y eut aussi des moments d'incompréhension. Certaines personnes me regardaient avec pitié ou incompréhension. Comme si voyager seul à mon âge était une folie douce. Ces regards me blessaient parfois plus que je ne voulais l'admettre. Mais ils me rappelaient aussi pourquoi j'avais entrepris ce voyage. Je n'étais pas là pour plaire ou rassurer. J'étais là pour me reconstruire, pour vivre selon ma vérité. Alors je relevais la tête, même si le cœur tremblait. Je me disais que chaque pas posé était une réponse silencieuse. Une réponse plus forte que n'importe quel jugement. Et ce courage discret m'aidait à avancer encore. À transformer la critique en carburant. Dans les auberges, je voyais souvent des couples voyager ensemble. Leur complicité me touchait, mais me renvoyait aussi à mon veuvage. La nostalgie me serrait la gorge certains soirs. J'aurais voulu partager ces instants avec Jacques. Mais peu à peu, j'ai appris à transformer ce manque. Je lui parlais intérieurement, comme s'il marchait à mes côtés. Chaque paysage devenait une lettre envoyée à son souvenir. Chaque lever de soleil, un cadeau que je lui offrais. Et dans ce dialogue intime, je trouvais une sérénité nouvelle. Comme si son absence devenait présence autrement. Non pas un vide, mais une compagnie subtile. Et cela m'aidait à continuer sans sombrer. Un soir, devant l'océan, j'ai compris la leçon de ces défis. La liberté n'est pas une ligne droite, mais une route sinueuse. Elle exige du courage, de la patience, et l'acceptation de nos limites. Elle nous confronte à nos faiblesses pour mieux révéler nos forces. Et à chaque obstacle franchi, une victoire intime naît en silence. Je n'étais plus seulement une voyageuse découvrant la Bretagne. J'étais une femme qui apprenait à se redécouvrir par l'épreuve. Chaque difficulté devenait une initiation, chaque douleur une ouverture. Et dans ce mélange de larmes et de rires, je grandissais. Non pas malgré mon âge, mais avec lui. Car c'était là le plus grand défi, oser vivre encore. Et je l'acceptais pleinement.
Assise sur les remparts de Saint-Malo pour ma dernière soirée, j'ai laissé le vent emporter mes cheveux argentés. Le soleil se couchait lentement, embrasant la mer d'or et de cuivre. Chaque vague qui frappait les pierres résonnait comme une prière. Je repensais à la femme que j'étais encore quelques mois plus tôt. Une veuve recluse dans son appartement lyonnais, écrasée par le silence. Une femme qui croyait que sa vie était terminée, que le temps l'avait vaincue. Et je souriais doucement à cette Élise-là, pleine de peur mais aussi de courage caché. Car sans elle, je n'aurais pas pris ce chemin. Sans sa douleur, je n'aurais pas ressenti ce besoin vital de partir. La chute avait été nécessaire pour que la renaissance existe. Et je comprenais enfin que chaque fin cache une promesse. Une promesse que l'on découvre seulement en osant avancer. J'ai rouvert mon carnet rouge, devenu mon compagnon fidèle. Ces pages étaient pleines de mots, de dessins, de petits trésors collés. Des tickets de train, une fleur séchée, une carte postale griffonnée. Chaque page vibrait de cette vie retrouvée, de cette liberté assumée. J'y ai écrit mes dernières lignes depuis Saint-Malo. Je ne suis pas partie pour fuir, mais pour renaître. Je ne suis pas trop vieille, je suis à l'âge parfait pour recommencer. Ces phrases m'ont réchauffé le cœur, comme une évidence. Je savais que Camille lirait ce carnet un jour, peut-être après moi. Et j'espérais qu'elle y trouverait la force de ne jamais attendre trop tard. Que mes pas sur ces routes deviennent un héritage silencieux. Un appel à la liberté, transmis de mère en fille. Avant de quitter la ville, j'ai acheté un coquillage dans une petite boutique. Un simple objet, mais qui contenait toute la mémoire de mon voyage. Je l'ai emballé soigneusement pour l'offrir à Camille. Pas comme un souvenir touristique, mais comme un symbole. Écoute-le, lui dirai-je, et tu entendras ma nouvelle voix. Pas la voix fatiguée d'une vieille femme, mais la voix claire d'une femme libre. Je savais que ce geste, minuscule, aurait du poids. Car parfois, ce sont les choses les plus simples qui portent les plus grands messages. Ce coquillage deviendrait le témoin de mon audace. Et peut-être le déclencheur d'un jour, pour elle aussi, d'un départ. Un départ sans peur, sans excuse. Juste un élan de vie. Quand je suis rentrée à Lyon, l'appartement ne m'a plus semblé hostile. Il ne sentait plus le vide, mais l'attente sereine. Les murs n'étaient plus une prison, mais des témoins de mon histoire. J'ai accroché une photo de Saint-Malo au-dessus du buffet. Jacques y souriait encore depuis son cadre, mais différemment. Comme si, lui aussi, avait trouvé la paix à travers mes pas. Je lui ai murmuré, j'ai marché pour nous deux. Et j'ai senti que cette promesse était tenue. Je n'avais pas trahi sa mémoire en avançant. Au contraire, je l'avais honorée en vivant. Et cette certitude m'a apporté une paix que je croyais impossible. Un apaisement doux, profond, durable. Très vite, les voisins ont remarqué mon changement. Je marchais plus droite, je souriais plus souvent. Certains m'ont demandé, « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et je répondais simplement, « J'ai voyagé. » Ils hochaient la tête, intrigués, parfois admiratifs. Et je voyais dans leurs yeux une étincelle d'envie. Peut-être que mon histoire pouvait semer une graine en eux. Peut-être qu'eux aussi oseraient un jour sortir de leur routine. Je n'étais pas une héroïne, juste une femme ordinaire. Mais une femme ordinaire qui avait dit oui à la vie. Et ce oui, partagé, pouvait avoir un effet boule de neige. Une contagion douce de courage. Camille est venue un week-end, avec Louis. Elle m'a trouvée différente, plus légère, plus souriante. Je lui ai offert le coquillage, et elle a eu les larmes aux yeux. « Et tu es incroyable, maman », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Louis a voulu entendre la mère dans la coquille, et il a ri fort. Je les ai regardés avec une émotion immense. Je savais qu'ils comprenaient, enfin, que je n'étais pas fragile. Que j'étais redevenue une femme entière, digne et debout. Ce moment valait plus que tous les paysages. C'était la preuve que mon voyage avait un sens profond. Qu'il avait recréé un lien, une transmission. Et que ce lien continuerait après moi. Les mois ont passé, mais l'élan ne s'est pas éteint. Je continue à voyager, parfois près, parfois loin. Chaque destination devient une étape de ma nouvelle vie. Je ne cherche plus à remplir un vide, mais à nourrir une flamme. Je ne fuis pas la vieillesse, je la redéfinis à ma manière.
Je l'habite avec audace, curiosité et gratitude. Chaque ride devient une route parcourue, chaque pas une victoire. Je n'ai plus peur de l'avenir, même s'il est incertain. Car je sais que j'ai la force d'y faire face. Et cette confiance est mon plus bel héritage. Pour moi, pour ma fille, pour toutes les femmes. Celles qui croient qu'il est trop tard. Aujourd'hui, je partage mon histoire avec d'autres femmes de mon âge. Dans des cercles, dans des cafés, parfois même dans des associations. Je leur raconte Saint-Malo, la pluie, la peur, et la victoire. Je vois leurs yeux s'illuminer, je sens leur cœur hésiter. Et souvent, l'une d'elles murmure, peut-être que moi aussi. Ces mots valent toutes les récompenses du monde. Si mon chemin peut en ouvrir d'autres, alors il n'a pas été vain. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi seulement comme une veuve. Mais comme une femme qui a osé, malgré l'âge et les doutes. Une femme qui a transformé le deuil en renaissance. Et qui a prouvé qu'à 72 ans, on peut encore écrire l'avenir. Et le signer de son propre nom. Alors, si je devais laisser une phrase, une seule, ce serait celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour dire oui à la vie. Tant qu'il y a un souffle, il y a une route à prendre. Tant qu'il y a un pas possible, il y a une victoire à conquérir. Je suis Élise Moreau, j'ai 72 ans, et je suis vivante. Vivante de chaque peur traversée, de chaque larme séchée. Vivante de chaque rire retrouvé, de chaque paysage admiré. Et surtout vivante d'avoir osé sortir de mon silence. La maison ne me définit plus, ni la solitude, ni l'absence. C'est la route qui m'a appris qui j'étais encore. Et c'est elle qui me guide désormais, jour après jour. Vers ce qui m'attend, là-bas, toujours plus loin.